Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Francis Lalanne. Alors, Francis, avant de commencer et de parler du fond du sujet qui amène cette rencontre, je voulais te poser une question très personnelle. Tu es un grand poète, reconnu comme tel, tu as écrit des très belles chansons qui ont été des succès, qui continuent de faire rêver des générations. Quand tu sors un nouvel album, tous ceux qui ressentent, tous ceux qui te connaissent, ceux qui t'apprécient, ceux qui ne te connaissent pas, ressentent cette poésie que tu transmets. Et pourtant, tu sacrifies parfois ta carrière professionnelle parce qu'on est dans un monde très politiquement correct. Et les journalistes ou les médias disent en privé, oui, on sait que Francis Lalanne, ce qu'il fait, c'est très bien, et ça, mais on va pas le mettre, on va le mettre parce que c'est une grande gueule. Et j'ai le sentiment que ça te coûte quand même un peu cher. On est français, on est français. Le mot français, ça vient du mot francus, en latin, qui désigne l'homme libre. On a des parents qui se sont battus, qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie pour qu'on ait des droits. Et on a défendu un principe dit républicain, je dis bien dit républicain, car il qui a, comment dire, qui est basé sur l'idée que les hommes et les femmes doivent être libres et égaux dans une société. Et il est, à mon sens, non seulement du droit, mais du devoir d'un citoyen français, au nom de ses idéaux, au nom de notre histoire, au nom de la chance que nous avons eue d'avoir avant nous des gens qui ont eu du courage pour défendre ces idéaux. Je pense que c'est notre droit, bien sûr, mais c'est surtout notre devoir de nous engager. Bien sûr, lorsqu'on s'engage, soit la cause est consensuelle, et là tout va bien, soit la cause n'a pas la sympathie de la majorité des gens, et là on est forcément controversé, on subit la désapprobation de ceux qui ne partagent pas les idées que tu défends. Si au nom de ce principe-là, on renonce à défendre ces idées, pour moi on n'est plus français. Et on passe à côté d'un devoir qui n'est pas simplement celui de l'idéal français, mais qui me semble être aussi celui de l'être doué d'une conscience humaine, c'est-à-dire doué de la faculté d'être solidaire de son prochain, de fonctionner en harmonie, en solidarité, en union avec lui. Donc, effectivement, que ça m'est arrivé très souvent de me dire « Francis, tu es en train de te mettre dans la merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Ayant eu le père que j'ai eu, ayant reçu l'éducation que j'ai reçue, ayant eu la mère que j'ai eue, ayant eu dans ma famille des gens que j'ai vus défendre la liberté au prix de leur propre sécurité, j'ai jamais eu en fait le courage de renoncer à défendre mes idéaux. Peut-être que c'est une forme de lâcheté que ce que tu sembles regarder comme étant du courage. Pour moi, c'est plus difficile, c'est presque impossible de renoncer à défendre mes idéaux. Et donc, lorsque il a fallu faire un choix entre défendre mes idéaux et mon avancement personnel dans ma vie sociale, professionnelle, j'ai toujours mis mes idéaux au-dessus de mon intérêt. Alors, d'aucuns pourront prendre ça pour une forme de bêtise. Alors, non, mais je veux bien... Non, mais on serait dans un pays, dans une civilisation démocratique. On pourrait dire, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais quel talent! Et on range ça dans une autre case. Mais je pense que le talent, de toute façon, dans notre société, n'est plus à l'ordre du jour. Mais je pense qu'il y a des gens qui pensent... Enfin, ma posture, ils trouvent que... Des gens très intelligents trouvent que c'est stupide. D'autres trouvent que c'est une forme de naïveté. D'autres appellent ça de l'idéalisme en donnant à ce mot un sens péjoratif. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas être un autre Francis que celui-là. Et que je préfère
comment dire, je préfère payer, comme tu dis, cash, mon engagement que de ne pas m'engager. C'est trop compliqué pour moi de vivre avec moi si je ne m'engage pas dans le sens de mes idéaux. J'aurais la sensation d'être un menteur, j'aurais la sensation de ne pas être moi-même, en fait. Donc, je n'ai aucun mérite, en fait. C'est au fond de toi que de te dire que sur cette terre, tu es arrivé pour quelque chose comme cela devrait être au fond de chacun de nous-mêmes, de faire autre chose. Et le but d'une vie n'est pas de vendre des millions d'albums et de vivre au bord d'une piscine. Non, non, Voilà. non. Je pense qu'on n'est pas sur terre pour devenir des images de nous-mêmes. On est sur terre pour être, sans épithète, sans attribut, ensemble, ce que nous sommes, et le partager. Et partager ces différences. Moi, je me trouve très souvent en accord avec des gens avec lesquels je suis profondément en désaccord. Oui, Et avec des gens de conviction. De conviction. C'est les convictions qui nous rassemblent. D'abord, la conviction nous rassemble. En plus, le point élémentaire qui nous rassemble, c'est que nous sommes différents. Je veux dire que ce qui fait qu'on se ressemble, c'est qu'on est différent. Puisque chaque personne est différente de l'autre, ça c'est le point commun qu'elle a avec l'autre. Le premier point commun avec l'autre, c'est d'être différent de lui. C'est notre premier point commun. Donc, pourquoi nous diviser au nom d'un point commun? C'est absurde. Alors, je peux être de convictions différentes d'une personne qui, globalement, a des convictions totalement différentes de miennes, mais sur un point précis, si nous sommes d'accord sur un point précis, j'aurai aucun problème à dire que je suis d'accord avec elle, même si sur la globalité de ses idées, je suis en divergence. Eh bien, c'est une belle transition pour le sujet qui nous anime, qui nous amène cette pétition qui est lancée sur change.org pour demander au président de la République de revoir les accords du Touquet qui font que la police française fait la frontière de la Grande-Bretagne, d'où l'affaire de Calais, de ces réfugiés qui sont bloqués à Calais, ce qu'on appelle maintenant la jungle de Calais. Et en réalité, quand on parle de ces gens qui ne sont pas d'accord et qui peuvent être d'accord sur un point commun, c'est que tu dis bien que dans cette pétition, peuvent signer cette pétition ceux qui sont pour l'abolition des frontières, l'immigration sans contrôle, comme ceux qui disent on veut un pays protégé avec une immigration régulée, parce qu'en réalité, même ceux qui sont pour une immigration régulée ne sont pas pour l'inhumanité de cette situation. D'une part, et en plus, ça n'est pas le sujet. En fait, le sujet de cette pétition n'est pas faut-il accepter en France tous les demandeurs d'asile. Ça n'est absolument pas le sujet. Ça c'est un sujet qu'il faut absolument aborder dans notre pays et de manière bien plus profonde que la manière dont il est abordé en ce moment. C'est une conversation que tous les Français doivent avoir. C'est une discussion que tous les Français doivent avoir. Moi, j'ai mon opinion, j'ai mes idées. D'autres ont certainement des idées qui sont contraires aux miennes. Et je pense que ce serait intéressant que nous puissions en parler. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de ma pétition. Je peux faire une parenthèse là-dessus. Ouais. Je crois que tout le monde est d'accord pour accepter les demandeurs d'asile en France et que les discordants, les divergences vont se faire sur la définition qu'est-ce qu'un demandeur d'asile. C'est sur ce point peut-être. Oui. Alors moi je pense pas que... non mais c'est intéressant, ton point de vue est intéressant. Je ne pense pas que tout le monde soit d'accord. Je pense qu'on a réussi à faire peur aux Français avec la notion de l'étranger. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer dans l'esprit des gens en France, en majorité en tout cas, la peur de l'étranger. On a réussi, pour masquer l'incompétence des gouvernements successifs, à faire peser j'allais dire, le poids des problèmes économiques que nous connaissons sur... Leur incapacité à réguler la question du chômage, de l'emploi, du pouvoir d'achat. Voilà, justement, pour éviter qu'on leur reproche à eux, finalement, ils ont créé un monstre qui est l'étranger et qu'ils ont finalement réussi à investir ils en ont fait le responsable, ils en ont fait le bouc émissaire dans l'inconscient collectif. Et donc, eux, ça les dédouane de leur incompétence. En fait, c'est ça la situation que nous connaissons. Et donc, aujourd'hui, en France, il y a des gens qui ont une peur panique de voir arriver des étrangers
sur notre territoire. Souvent, ils les associent à des terroristes, alors que la plupart du temps, ce sont des enfants, des adolescents, des femmes, des êtres inoffensifs qui fuient le terrorisme et qui nous demandent asile. Et alors, les hommes politiques, pour essayer comment dire, de trouver des points d'adhésion même avec leurs opposants, hein, tu vois, finalement, ils ont inventé des notions qui seraient des notions qui rendraient la demande d'asile, comment dire, qui annuleraient le droit d'asile. Et alors, ces notions qu'ils ont inventées, c'est l'exception économique, l'exception climatique. Et comme si, finalement, le seul demandeur d'asile qui méritait d'être accueilli était le demandeur d'asile qui demande asile pour des raisons politiques. Ou climatiques. Ça peut être autre chose. Mais, le climatique rentre maintenant. Alors, non, mais le climatique, c'est, tu sais, le bras du métronome. Un coup, on te dit non, les climatiques, ok, puis de notre côté, on dit non, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, donc climatique, non. Et donc, on crée des exceptions. On crée des exceptions à la demande d'asile. L'exception climatique, l'exception économique, etc., etc. Le droit d'asile n'est pas, comment dire, le droit d'asile n'est pas divisible. Il n'est pas divisible. Dans notre propre constitution, il ne l'est pas. Il faut relire un des deux documents qui sont les deux documents fondateurs de notre Constitution, qui sont, on va oublier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et on va se concentrer sur le préambule de la Constitution d'octobre 46. Et dans ce préambule, il est clairement indiqué dans un des premiers articles de ce préambule, je me demande si ce n'est pas l'article 8, enfin je ne me rappelle pas, mais c'est très simple, il faut lire le début, que la France accueille tous ceux qui lui demandent asile. Il n'y a pas d'exception. Il n'est pas donné d'exception. Et après, une fois qu'on a dit ça, on a posé les termes de la loi. On a posé les termes du fondement même de nos principes constitutionnels. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas engager une discussion. Parce que, encore une fois, c'est Jean-Marie-Étienne de Portalis, le fondateur du droit civil, qui était aveugle d'ailleurs, comme devrait l'être la justice, qui a dit ça, et pas moi. Il a dit la loi est faite pour les hommes, et non les hommes pour la loi. Aujourd'hui, s'il y a un problème dans notre société portant sur le bien fondé de l'intégration des demandeurs d'asile dans notre communauté, il faut débattre de cela. Mais pas comme on le fait en ce moment, pas avec de mauvaises informations sur la personnalité de ces demandeurs d'asile, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils peuvent apporter à notre communauté. Non, il faut vraiment le faire à charge et à décharge, comme doit être instruit tout dossier en termes de justice. Simplement, une fois ceci rappelé, je tiens à dire que ça n'est pas l'objet de ma pétition. C'est pas du tout l'objet. Donc on va revenir sur l'objet de la pétition, mais sur la notion d'asile, ce que tu dis est vrai, mais tu interprètes le terme d'asile dans une notion très expansive, alors très extensive aussi, et alors que d'autres, peut-être que des juristes, etc., ça c'est un autre débat, ça n'a rien à voir, pourraient interpréter le terme asile par signifie fuite, donc accueillir tout le monde qui fuit, pas celui qui n'a pas de raison de fuir. Dans un texte, ça c'est autre chose. Non mais oui, on peut débattre sur tout ce que tu veux, y compris sur la lettre. Sur la lettre. Hein. Moi, je te parle de la lettre. Il n'y a aucune exception désignée dans le texte qui préside à notre Constitution concernant le droit d'asile. C'est vrai. Donc, dans nos textes, la lettre dit... Quelle est la définition du mot asile ?
quand elle n'est pas précisée, elle est la plus large qui soit. Elle n'a pas d'exception. Pour l'instant, elle n'en a pas. Peut-être en mettrons-nous une, dans notre pays, on modifie la Constitution selon les besoins des dirigeants. Donc peut-être on va encore une fois modifier les éléments même fondateurs de notre Constitution. On peut tout imaginer, mais pour l'instant, si on s'en réfère à la lettre des textes qui président à notre Constitution, il n'y a pas d'exception au droit d'asile. Le demandeur d'asile est celui qui te demande asile et à celui qui te demande asile. Et qui se définit comme ayant besoin, qui se qualifie lui-même en ayant besoin d'un asile. Voilà. Et donc, celui-là, celui qui te dit « j'ai besoin d'un asile, accueille-moi », pour l'instant, si on s'en réfère à la lettre des documents fondateurs de notre Constitution, nous lui devons un asile, quel que soit le motif de sa demande d'asile. Sujet très complexe. Mais, ceci posé, il y a énormément de Français qui ne sont pas d'accord. Et parmi eux, des gens qui n'ont pas été contemporains de l'établissement de cette Constitution, qui est née avec moi. Enfin, j'ai l'âge de cette Constitution. J'ai pas été consulté, d'accord. Et il y en a qui sont nés après moi, qui ont été encore moins consultés que moi, d'accord. Et simplement, je suis en meilleure santé parce que la Constitution de 58, on voit un beau Francis Lalanne, alors que depuis 58, la Constitution elle a été découpée, rapiécée, recollée, on a changé les phrases. Ce qui a changé surtout depuis 58, depuis ma naissance, en fait, je fais partie, je pense, de la dernière génération qui a mangé bio. Parce qu'il n'y avait pas encore l'utilisation à outrance des pesticides comme ont connu les générations d'après. Nos enfants aujourd'hui naissent en moins bonne santé que nous à cause des saloperies qu'on donne à manger à la terre. Donc je pense que si je suis en bonne forme, c'est parce qu'il n'y avait pas encore tout ça dans les légumes et dans les fruits que l'on mangeait. Bon, ceci dit, on a rappelé quelque chose. On a dit qu'il y a une discussion qui doit s'engager dans notre pays sur le traitement que nous voulons administrer aux demandeurs d'asile et sur le bien fondé du fait de les accueillir ou pas et sur les éventuelles exceptions qu'on pourrait porter à la demande d'asile et qui pour l'instant ne font pas l'objet de textes produits par la République française. Ce n'est pas le sujet et l'objet de ma pétition. Ce que je demande dans cette pétition, c'est que la police française ne soit plus contre argent, sonnant et trébuchant. Oui, c'est ça, oui. Comme des mercenaires finalement. La Grande-Bretagne a payé des mercenaires. Que la police française ne soit pas condamnée d'une certaine manière à la dérive et aux exactions finalement que la fatalité... oui, la fatalité, oui. Les forces à commettre parce qu'elle est débordée. Non, mais elle est dans une situation impossible qui est rendue impossible par le traité du Touquet, puisque le traité du Touquet, c'est, en gros, on va essayer d'être prosaïque, la France touche 50 millions d'euros par an pour transformer les policiers français en mercenaires de l'Angleterre, puisqu'on leur demande à eux d'être les gardes-frontières de l'Angleterre, et comme si la frontière de l'Angleterre était à Calais, en fait. Et donc, on leur demande d'empêcher les jeunes gens qui traversent notre pays pour aller en Angleterre, on leur demande, par la force, d'empêcher ces jeunes gens de quitter notre territoire. Là, on n'en est pas à dire... On n'en est pas à se poser la question, faut-il qu'ils rentrent dans notre pays? Non, mais c'est pas la question. Eux, ils veulent quitter notre territoire. Oui, et on les empêche. Pour se rendre en Angleterre, et on les tabasse pour les empêcher de quitter notre territoire vers l'Angleterre. Et quand, excuse-moi, mais on vient d'assister à quelque chose, quand on voit le comportement admirable du gendarme Beltrame, oui. La façon dont cet homme a montré le vrai visage de notre gendarmerie, de notre police, car c'est le vrai visage de notre police qu'il a montré. Les policiers, les gendarmes sont des gens qui s'engagent par vocation, parce qu'ils veulent défendre la sécurité, qui est un des 4 droits de l'homme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, sécurité, propriété et le fameux droit de résistance à l'oppression
qui fait tellement peur au pouvoir en place que les professeurs de droit constitutionnel n'ont même pas le droit de le commenter dans leurs cours. Eh bien, quand on voit ce comportement admirable, on ne veut pas qu'un contexte vienne à un moment donné faire dériver notre police vers quelque chose qui est inacceptable et qui peut aller jusqu'à des exactions qui ont été commises et dont on a les preuves aujourd'hui. La France peut-elle remettre en cause ces accords du Touquet? La France doit remettre en cause. Peut-elle juridiquement le faire? Alors, nous allons en parler. D'abord, je souhaiterais que toutes les personnes qui vont m'entendre grâce à toi prennent bien conscience que le 31 mars, il y aura à Bruxelles un sommet portant sur le départ de l'Angleterre de l'Union européenne. L'Angleterre quitte l'Union européenne, hein, c'est acté. Oui. Maintenant, on est dans les aménagements de ce départ, parce que les Anglais veulent, d'ailleurs, qui n'ont jamais été dans l'Europe, hein, ils ont été dans l'Europe sur le papier, mais ils n'avaient pas l'euro, enfin, ils prenaient ce qui les, comme toujours, ce qui les intéressait, et ils ne prenaient pas ce qui les intéressait pas dans l'Europe. Ils avaient un statut particulier dans l'Europe, voilà, comme on reproche aux cheminots qu'il l'est aujourd'hui. Eh ben, l'Angleterre, elle, dans l'Europe, a toujours eu un statut particulier, d'accord, très bien. Eh bien, l'Angleterre, aujourd'hui, elle quitte l'Europe. Elle ne veut plus faire partie de l'Europe. C'est le Brexit et c'est acté. Donc, on discute des aménagements, surtout sur les questions de libre-échange, etc. Voilà, on vous a prêté de l'argent, etc. On va discuter de ça. Il faut qu'au moment, quand notre président, M. Macron, va se rendre donc, à Bruxelles pour parler du problème de l'Angleterre, il faut qu'il mette à l'ordre du jour la question des accords du Touquet. L'article 5 de la Constitution de la République française, de la Constitution de 1958, c'est le rôle du président de la République. Le rôle du président de la République, c'est pas d'augmenter la CSG ou de gouverner la France. C'est M. Édouard Philippe qui doit gouverner la France, c'est son rôle de Premier ministre. Le rôle du président de la République, c'est, même si M. Macron voudrait bien faire basculer le mandat du président et la Ve République dans le régime présidentiel, hein, c'est pas du tout la vocation de la Ve République. Tu as cette vision très gaulienne, hein, finalement, de l'organisation des institutions, qui était celle respectée par François Mitterrand, par Jacques Chirac, qui a surtout été instituée par le général de Gaulle. Voilà. Hein, même si on n'oublie pas, hein, que Mendès France nous a averti des dangers de ce texte. Et il nous disait que ce texte comportait en lui-même le pouvoir de se transformer en monarchie républicaine. Bon, on n'en est pas là. On a un président aujourd'hui qui, par l'article 5 de la Constitution, a en charge l'application des traités. Et la bonne application des traités, le respect des traités, etc. Mais aussi, donc, je dirais de manière tout à fait subséquente, il a forcément donc la possibilité de mettre en cause un traité qui n'a plus de raison d'être. Car si on pouvait, ça dépasse du tout ce que je pense, hein, mais si on pouvait considérer à un moment donné que dans le cadre de l'Union européenne, il était normal que la France prêta son soutien policier ou collabora avec les services de police anglais pour protéger leurs frontières dans le cadre de l'Union européenne et d'un partenariat, d'une collaboration entre territoires faisant partie d'une même communauté juridique et politique. Ça se comprend. Disons, ça peut s'expliquer. Mais là, ça ne peut plus ni s'expliquer, ni se comprendre, ni même se justifier dans le cadre... Puisqu'il y a le Brexit. Dans le cadre du Brexit. Oui, alors je vais te donner un autre exemple. Bon. Et je veux poursuivre. Voilà pourquoi j'attends du président Macron, j'attends de lui qu'il mette le dossier des accords du Touquet sur la table au moment des négociations qui vont avoir lieu là, dans quelques jours, le 31 mars. Et c'est pour ça que je voudrais que tout le monde je voudrais cette mobilisation là, dans les jours qui viennent, pour qu'il y ait encore plus de signatures et plus de signatures dans cette pétition, justement pour que le président prenne conscience que les Français ne veulent plus de cette situation. Il y a déjà plus de 32 000 ou 33 000 signatures
sur cette pétition depuis 15 jours. Ça n'est pas encore assez, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a eu aucun relais dans la presse de cette pétition, c'est vraiment le bouche à oreille intégral. J'ai fait juste une émission sur BTLV, et tout est parti de BTLV, et autour de cette émission, il y a eu 33 000, pour l'instant, signatures. Il en faut beaucoup plus. Et moi, lorsque j'aurai le nombre de signatures que je souhaite avoir sur cette pétition, je demanderai audience au président de la République, s'il n'a pas agi d'ici là, parce que peut-être va-t-il agir le 31 mars pour que la France sorte des accords du Touquet. Mais je lui demanderai une audition parce qu'il faut que ça s'arrête, il faut que cette violence s'arrête, il faut que ça cesse. Nous ne pouvons plus, nous la France, tolérer que notre police garde les frontières de l'Angleterre. Ça n'est historiquement pas recevable ni acceptable. Ça aurait pu l'être dans le cas de l'Union européenne. Nous ne sommes plus dans le cas de l'Union européenne. Et tous les jours, il y a des adolescents, hélas, qui sont maltraités à Calais, juste parce qu'ils veulent dormir dans une forêt par terre sous un sac en plastique et le lendemain regagner l'Angleterre. On vient les gazer, les frapper. C'est affreux ce qui se passe. Et alors, attention, quand je dis ça, je ne veux pas accabler la police. Oui, j'avais bien compris que le discours n'était ni anti-gendarme, ni anti-policier. Tu comprends bien qu'elle est parfois débordée, c'est plus où donner de la tête, ils ont peu de moyens. Non mais attendez, c'est encore pire que ça. Elle n'est pas encadrée, je veux dire, elle n'est pas au niveau du discours, au niveau des ordres et des contre-ordres qui sont donnés. On les met dans une situation qui n'est pas, pour laquelle ils n'ont pas vraiment les moyens de faire ce qu'on leur demande de faire, et ce qu'on leur demande de faire n'est pas clair. On leur dit en gros, voilà, il ne faut pas qu'ils s'en aillent, il ne faut pas qu'ils restent, mais il ne faut pas qu'ils s'en aillent non plus, parce que s'ils restent, on est sûr qu'ils s'en vont pas. Enfin, c'est quelque chose de dingue ce qui se passe à Calais. Vous savez, à Menton, il y a aussi des migrants, mais personne n'est gazé à Menton. Personne n'est frappé à Menton. Non, ils passent la frontière, voilà. Personne. Ça ne se passe qu'à Calais. Et ça ne se passe qu'à Calais parce que le préfet a complètement démissionné et n'exerce aucune surveillance positive et ni même n'est absolument pas clair dans la façon dont il demande aux forces de police d'agir. Le maire, Madame le maire de Calais non plus, qui d'ailleurs devrait se garder de donner des leçons à qui que ce soit de morale, parce que lorsqu'elle veut empêcher elle veut empêcher les gens de boire, elle veut empêcher... Non mais elle a été déboutée par les associations sur des demandes qui étaient absolument sur le plan des droits humains, mais totalement hallucinantes, quoi. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains, quoi. Ils sont droits au respect qu'on doit à l'être humain. Je veux dire, empêcher quelqu'un de boire, vous pouvez empêcher un être humain de boire? Vous voulez donner des ordres pour interdire qu'on donne à boire à des gens? Vous voulez donner des ordres pour qu'on interdise aux gens de loger des gens? C'est plus la France, là. Cette police des frontières, elle est aussi faite par le Maroc, dans l'autre sens, par la Libye aussi, où la communauté européenne verse à ces pays de l'argent pour qu'ils aussi fassent le poste frontière. C'est hélas quelque chose qui est en train de se répandre comme étant un fonctionnement normal d'un pays vis-à-vis d'un pays tiers. C'est-à-dire que nous, la France, non seulement on est en train de cautionner ça au lieu de le dénoncer, alors que nous devons dénoncer toute atteinte aux droits de l'homme, mais en plus on est les premiers à le faire. On devrait non seulement ne pas le faire, mais on devrait être les premiers à le dénoncer. C'est ça la voix de la France, et la voix de la France telle que Emmanuel Macron l'a fait s'élever aux Nations Unies. Alors, imaginons que la pétition soit entendue par le gouvernement, le président de la République, on remet en cause les accords du Touquet. Non, on les remet pas en cause, on les abolit. Oui, donc se remettre en cause. Non, mais parce qu'en cause, on pourrait... C'est caduc. Allez, voilà. Terminé, il y a eu le Brexit. Aménager, dire alors d'accord, non, les aménage pas. Non, c'est fini. Alors, Madame l'Angleterre, vous faites votre police vous-même. Et tous ces pauvres gens passent en Angleterre par bateau, par réfugiés, et tous ces pauvres gens se retrouvent maltraités peut-être de l'autre côté. Non, là tu vas parler après des accords de Dublin. Mais ça c'est autre chose, c'est encore quelque chose de totalement délirant, les accords de Dublin. Les accords de Dublin sont basés sur les empreintes.
C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, tu veux aller en France, mais tu passes par l'Italie. Tu vois, on prend tes empreintes en Italie. Quand tu arrives en France, on te renvoie en Italie parce qu'on a pris tes empreintes en Italie, mais en Italie, on ne peut pas te garder, alors on te renvoie ailleurs. Et tu as des avions qui tournent dans toute l'Europe, parce que ces réfugiés, ils restent en Europe. Mais comme ça, et ça coûte des millions aux contribuables. Tout ça pour les faire tourner en Europe, parce que... Non mais... On ne va pas parler de toutes les lois et de tous les accords qui procèdent au traitement des demandeurs d'asile, mais c'est absolument délirant. Il n'y a absolument rien de fait comme on devrait le faire. Et j'ajouterais que quand finalement on empoisonne la vie des policiers en leur demandant de faire la police pour l'Angleterre, on les empêche de faire finalement ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire s'attaquer aux véritables problèmes. D'ailleurs, comme le fait très bien la police aux frontières, qui a démantelé, je crois, 22 ou 23 réseaux de passeurs l'année dernière, il y a encore une dizaine ces derniers mois. Tu vois, si l'énergie de la police elle est consacrée à s'attaquer aux véritables criminels que sont ces passeurs, à ce moment-là, effectivement, elle va être beaucoup plus efficace pour démanteler les réseaux de passeurs, parce qu'elle n'aura pas à traiter le problème de ces adolescents qui veulent monter dans un camion, et de ces femmes et de ces enfants. Mais en plus de ça, je dirais qu'on dépense à l'heure actuelle des milliards d'euros pour... échafauder des murs avec des barbelés, des machins, des structures, mais hallucinantes qui coûtent un pognon fou, alors qu'avec beaucoup moins d'argent, on pourrait développer des structures d'accueil, même provisoires, qui permettraient de traiter dans notre pays, qui est le défenseur des droits humains, ces gens-là comme des êtres humains. Donc, la France aujourd'hui n'a aucun intérêt, en tout cas idéologique, politique, culturel, philosophique, à accepter ces 50 millions d'euros pour faire ce sale boulot. C'est quelque chose ce n'est pas la France de faire ça. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Et nous ne devons pas être de ces gens-là. Et un jour, nous ne devons pas nous exposer à ce que l'histoire nous reproche d'avoir accepté et cautionné cette chose absolument inacceptable. Et c'est pour ça que il faut... Oui, à ta question, peut-on sortir des accords du Touquet, le président de la République, aujourd'hui, est tout à fait fondé, comme l'ont été les Anglais, à dire « nous ne voulons plus faire partie de l'Europe », à dire aux Anglais, dans ces conditions, nous considérons que ce traité est obsolète et caduc. Il doit le faire. Il doit le faire parce que, ne serait-ce que pour être en accord avec son discours de l'ONU. Merci Francis. J'aimerais terminer avec un mot. Ce que tu viens de dire dans tous ces arguments, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que cette pétition peut être signé de la même manière par M. Dupont, électeur du Front National, comme par M. Durand, électeur du Front de Gauche. Écoute, je peux enfin, je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait qui pourrait être favorable au fait que la France demande à sa police de commettre des exactions pour pour protéger la frontière anglaise. Ouais. Alors que, tu vois, tu parlais des électeurs souverainistes. Eh bien, ces gens-là, leur discours, c'est de dire qu'il ne faut pas laisser rentrer les gens. Mais, a fortiori, tu comprends bien que s'ils ne veulent pas qu'on fasse rentrer les gens, ils ne peuvent pas être hostiles au fait qu'on les laisse sortir. Tu crois, là, il ne s'agit pas il s'agit d'empêcher des gens de sortir de notre territoire par la force et par la violence. Qui peut être d'accord avec ça? Alors, effectivement, moi, je n'ai pas... Qui peut être d'accord, peu importe, de traiter des gens de façon inhumaine. Ça n'a rien à voir. Non, mais si tu veux, personne n'est d'accord. C'est le contexte qui crée la violence. C'est le contexte des accords du Touquet qui crée la violence. S'il n'y avait pas les accords du Touquet, il n'y aurait pas la violence. Et la violence doit être exclue de notre système. La violence ne doit pas être un système de gouvernement. Après, moi, je demande à tous les Français qui m'entendent de faire l'effort de venir. Moi, je ne demande pas grand-chose, je demande juste leur signature. Et peut-être qu'ils pensent que c'est pas grand-chose, mais c'est énorme une signature. Tu te rends compte qu'on a démarré cette pétition, on était 10, on est plus de 30 000. Si demain on peut être 1 million. Il faut que les gens qui sont d'accord avec moi, ils partagent et fassent partager, ils signent et ils fassent signer cette pétition. Il faut qu'ils s'engagent. Parce que c'est ce que nous sommes qui est mis en cause. C'est la nature même de ce qu'est la France et de ce qu'est un Français qui est bafoué par ces accords.
Et ce serait important que les pouvoirs publics entendent qu'il y a encore un peuple français et qui est attaché à ses valeurs, à ses idéaux. Et encore une fois, aujourd'hui en France, enfin moi je ne partage pas les idées du Front National. Bon, mais il faut qu'on puisse en parler. Moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui veulent interdire aux autres de penser, quoi. Je veux dire, alors maintenant tu n'as plus le droit de parler avec quelqu'un qui n'a pas la même pensée que toi, mais au nom de quoi, hein, qu'on m'explique. Moi je voudrais comprendre si le Front National ou ex-Front National, si les mouvements souverainistes aujourd'hui mettent en danger la République et sont des mouvements qui aujourd'hui mettent comment dire, enfin violent les lois de la République, etc. Alors ils doivent être interdits, les dirigeants doivent être arrêtés. Mais si ce sont des mouvements qui ont le droit de présenter des candidats aux élections, qui touchent le financement public, qui ont le droit de parler sur les chaînes de télévision, etc., ils ont forcément droit au même respect, à la même écoute que qui que ce soit dans notre pays. Il faut arrêter cette espèce cette façon cette discrimination opérée entre les idéologies à partir du moment où elles sont acceptées et reçues et qu'on leur donne le droit de faire partie du débat démocratique. Un débat démocratique, c'est un débat où chacun donne son avis, exprime son opinion et dispute avec l'autre. Mais discute. Et parfois même se disputent, mais ça fait partie de la démocratie. Voilà. J'ai dit dispute. J'ai dit dispute. C'est pour ça que j'ai dit dispute parce que c'est le mot. C'est un joli mot finalement. C'est un mot magnifique. Confronter des idées. Et c'est le mot ancien qu'on utilisait quand on parlait vaugelas pour désigner la controverse. La dispute, c'était la discussion, non pas convergente, mais divergente. Et c'est très important la dispute. Sans dispute, il n'y a pas d'évolution. On ne peut pas envisager de faire progresser les idées en établissant le consensus comme le seul, j'allais dire, contexte dans lequel la discussion est admise. Non, moi je considère que c'est le désaccord qui crée le mouvement positif. Je pense que c'est à partir du moment où on est en désaccord qu'on crée l'harmonie. Voilà. Même dans les couples, parfois, ça marche. Je pense qu'on peut étendre la pensée à la vie personnelle. Francis Lalanne, merci. On va sur change.org, enfin on tape sur son moteur de recherche, tout simplement pétition Francis Lalanne, on y arrive, j'ai fait le test. Alors, comment as-tu fait? On va expliquer. Pétition Francis Lalanne, on va donc sur change.org, ou change, on va dire le mot en français. Oui, change.org. Donc, change.org, il y a plein de pétitions. Donc, on cherche la pétition pour demander à M. Macron de faire sortir la France des accords du Touquet. On la cherche en mettant, vous mettez Lalanne, Macron. Lalanne, ça marche. Lalanne, ça marche. Voilà. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on vous explique comment faire pour signer cette pétition. Et moi, je vous demande je peux m'adresser. Ouais, vas-y, parce qu'on est filmé aussi. Je vous demande, si vous avez entendu ce que j'ai dit, si vous êtes en accord avec ce que j'ai dit, je vous demande de transformer votre accord en signature. C'est très, très important. Que nous réapprenions aussi à être un peuple, c'est-à-dire comme une famille, capable, malgré ces divergences de vues, d'agir ensemble pour le bien de l'humanité. Oui, car le bien de l'humanité, ça a toujours été normalement la principale préoccupation de la France lorsqu'elle est devenue la France, c'est-à-dire un pays de femmes et d'hommes libres. Merci, Francis Lalanne.